Bonsoir, bonsoir et bienvenue à la Villa Gilet et au Littérature Live Festival international de littérature de Lyon. Re-bienvenue pour ceux qui étaient tout à l'heure et en particulier pour ceux qui ont participé à la lecture à plusieurs voix de Parle à l'instant. Alors, je suis Lucie Campos, directrice de la Villa Gilet, et à côté de moi, nous avons Noémie Lefebvre, l'auteur de Parle, suivi de Tais-toi aux éditions Verticales, paru ce mois-ci, ou quasiment ce mois-ci. Un peu avant, il y a 2 mois, il y a 3 mois, à peine. Et à côté de moi, Christina Toth, écrivaine hongroise qui nous rejoint de Budapest et que nous sommes très heureux d'accueillir ici à Lyon pour 2 mois de résidence, dont ce n'est que le début. Christina Toth est l'auteure de Code Barre, publié aux éditions Gallimard dans une traduction de Guillaume Métayer, et de nombreux ouvrages en Hongrie, dont nous reparlerons un petit peu tout à l'heure. Alors, nous avons démarré le parcours de ce festival mardi soir avec une conversation qui portait sur la voix humaine, avec 2 romancières, Maëlys de Kerangal et Ryoko Sekiguchi, qui parlaient des voix lorsqu'elles sont ancrées dans des récits, les récits des corps sensibles, qui nous parlent des échos, des voix disparues, des voix de ceux qui nous manquent, des voix qui nous traversent lorsque ce sont les voix de proches qui nous parlent. Puis les écrivains, les poètes, les romanciers qui nous parlaient ces 2 derniers jours sur scène ici ont exploré l'ancrage des récits qui étaient les leurs dans des narrations historiques diverses, culturelles, historiques, celles du continent africain, celles des pays de la Méditerranée, celles de l'Italie, de la Turquie ou de l'Israël aujourd'hui. Avec les 2 écrivaines que j'ai à côté de moi, donc Noémie Lefebvre et Christina Toth, et autour du dernier livre de Noémie, Parle, nous allons passer de la voix humaine ou de la parole historique à une exploration plus précise, plus méticuleuse, plus myope, en quelque sorte, de la parole, des mots et de ce que la littérature fait avec la parole. La parole, c'est un sujet à la fois éminemment politique, la question de qui a la parole, à qui on donne la parole, comment prendre la parole. C'est aussi un sujet éminemment littéraire. Lorsque nous apprenions à écrire, petits élèves post-balsaciens que nous étions, ou du moins que j'étais dans les années 80-90, on nous apprenait 3 choses. Construire un personnage, décrire un contexte et écrire un dialogue par lequel les personnages s'expriment. Donc nous allons parler de dialogue et de ces mots par lesquels les personnages s'expriment avec des tirets. À partir du livre de Noémie, dont nous allons parcourir certains aspects par quelques petites questions que j'ai préparées. Et Christina a accepté de se prêter à ce jeu, puisque c'est de là que nous partons, pour revenir ensuite à la manière dont écrivent d'autres écrivains que Noémie dans ce livre très particulier. C'est pourquoi donc, je commence par Parle. C'est un livre qui, avec cette injonction dans son titre, semble donner la parole. Alors, la parole vous a été donnée à certains tout à l'heure, une parole contrainte qui se faisait par phrases toutes petites qui ne dépassent souvent pas la ligne, elles ne font pas plus d'une ligne. C'est un livre qui semble inviter à s'exprimer. Lors de la première phrase, un jeu, une première personne demande la parole. Je peux commencer, mais ce je ne prend jamais la parole, ou pas vraiment. Ce qu'il aurait voulu dire, ce qu'il aurait pu dire, ce qu'il aurait dû dire, on ne le sait pas, car il est recouvert aussitôt par un « nous » qui l'abreuve de paroles, qui nous abreuve de paroles. Alors c'est des paroles toutes petites, des paroles quotidiennes, qui soulèvent des idées, des valeurs, des références. On a l'impression, cependant, que tout tourne autour d'une absence de ce jeu qui n'a pas, en définitive, réussi à prendre la parole ou qui n'a pas voulu ou pas pu. Pourquoi est-ce que ce jeu qui démarre ne prend jamais la parole, Noémie, et qu'est-ce qu'il représente ? Bon, alors, je vais déjà enlever tout l'aspect ma psychologie personnelle, mais du coup, il ne va plus rester grand-chose. Déjà, les étudiants ont fait
un vrai travail sur ce livre et m'ont vraiment un peu démasqué dans des choses que je ne pensais même pas être. Donc je leur laisse ce loisir et je vais essayer de plus parler en fait, de l'aspect formel. Alors, celui qui demande la parole, qui est censé commencer à parler, ne parle pas. Mais on peut imaginer quand même qu'il y a un avant de ce « je peux commencer », puisque probablement c'est parce qu'il allait parler ou qu'il avait déjà parlé avant qu'il demande à reprendre la parole. Enfin, il a au moins essayé de signifier avant qu'il allait prendre la parole. Voilà. Donc il y a un jeu comme ça sur un antécédent, avec aussi dans ce livre une sorte de leitmotiv du groupe qui va dire nous en avons discuté toute la nuit, etc. Donc en fait ils sont dans une prise de tête. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette personne qui demande la parole? Qu'est-ce qui peut arriver? Et donc voilà, en fait c'est une espèce de ressassement qui est très occidental, je pense. Enfin, du moins c'est comme ça que j'identifie. Très lié aussi à la culture catholique, c'est-à-dire c'est revenir sur chercher ce qu'on n'a pas bien fait. Enfin, c'est vraiment un livre moral en fait. C'est vraiment une interrogation. Morale, mais une morale, comment dire, presque comme on respire, la morale qu'on a comme ça, sans y penser, sans se dire, sans identifier ça forcément comme une morale en fait, mais qui en fait est bien la question de l'engagement dans ce qu'on dit. Alors après, a posteriori, et parce que j'aime beaucoup frimer, je me suis dit, ah ça y est, je suis en train de faire le livre sur rien que Flaubert voulait faire, puisque effectivement, d'en parle, on ne parle pas. Ce que disent éventuellement les protagonistes, ce n'est rien, finalement. Tout ce qu'ils disent n'est rien. Ce ne sont que des opinions arrêtées en vol, en cours de vol. Il n'y a pas de... il y a un jeu sur les formes. Finalement, c'est peut-être juste un exercice formel, une absence de fond. Et puis, du coup, c'est intéressant aussi de se dire, s'interroger sur ces formes de morale, je pourrais dire chrétienne au sens plus large que catholique, mais les catholiques en tiennent une bonne couche aussi là-dessus. C'est comment je m'absous par ma prêche, un peu. Comment je me... Finalement aussi par jeu, le plaisir de parler. Il y a un vrai plaisir de prendre la parole pour tous les protagonistes non dénombrés, de dire ce qu'ils pensent sur les choses. Un plaisir de dire ce qu'ils pensent, mais pas jusqu'au bout. Voilà, donc l'arrière-plan, si je vais essayer de placer sur un plan moins terre-à-terre que ce qui peut paraître dans le livre, qui est relativement dégagé de philosophie, sauf pour faire un peu les boulevards Épécuchet, donc pour de rire. L'arrière-plan, ce serait une réflexion aussi approfondie que celle de Jean Kelevitch, c'est-à-dire en fait la relation entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et à la limite, la disparition du dire par le faire. L'indifférence au dire, parce que finalement, qu'est-ce qui l'emporte? C'est le faire. C'est ce qu'on fait. Et là, c'est comme si toutes les paroles étaient suspendues dans leur propre plaisir de dire ou d'énoncer. Et que finalement, les moyens d'agir sont d'autant plus limités qu'on parle de sujets graves. Ce qui n'est pas faux. Vous reconnaissez que nos moyens personnels d'agir sur l'état de la planète, par exemple, c'est... Oui, on a des petits moyens, mais c'est pas, on ne tient pas les... On peut dire des choses beaucoup plus grandes que nous sur beaucoup de sujets et finalement sur lesquels on n'a pas prise. Et qui, au contraire, on a le sentiment qu'ils sont prises sur nous. Donc c'est ce jeu-là aussi, de voir comment en fait la parole finit par devenir une pure forme, amusante aussi, avec de l'humour, j'espère, sur des sujets qui, eux, engagent l'action. Et donc, voilà, un petit hommage à Jean Kelevitch qui, quand même, nous force à penser que parfois les taiseux, les gens sans culture, les gens sans mots, les gens sans livres, agissent et sont déterminants. Et que nous, avec nos mots ne font quelque chose que quand on les rend actifs. Et parfois, quand on les rend actifs, ça a des conséquences. Donc c'est un jeu aussi avec l'inconséquence. Qu'est-ce que c'est que la conséquence?
ce qu'on dit. Alors, ces mots font des choses dans ce texte, puisqu'ils font rire beaucoup, et ils font penser, et ils font se poser des questions sur ce que ces mots désignent, qui les dit et d'où ils viennent. Je reviens à d'où ils viennent. Christina, vous êtes poétesse, romancière, traductrice. Vous utilisez donc les mots de différentes manières. Vous êtes une figure publique en Hongrie, où vous faites partie des écrivains contemporains, ceux dont les livres sont lus dans les classes, ceux qui donnent aussi des cours ou qui prennent parole sur la littérature et l'écriture et ce que l'écriture veut dire. Lorsque vous utilisez le dialogue, c'est une option parmi d'autres. Vous pourriez utiliser des formes poétiques, vous pourriez utiliser d'autres formes, mais lorsque vous choisissez d'utiliser du dialogue direct pour vos personnages, comment faites-vous parler vos personnages? À qui donnez-vous la parole dans vos romans? En parlant de dialogue, je reviendrai à votre question, mais je voudrais dire d'abord que j'étais un peu surprise quand j'ai commencé à lire le livre de Noémie. J'ai eu la chance de le recevoir il y a une semaine. Et comme elle a expliqué, c'est un livre, la première partie, je parle, est un dialogue. Mais ce sont des dialogues, je dirais, c'est un inventaire des dialogues possibles. Mais ces dialogues sont toujours entrecoupés et les dialogues essayent de décerner l'auteur. Qui est l'auteur? Qui parle dans le livre? Et je pense que c'est une question postmoderne et après postmoderne, parce qu'on ne peut plus simplement identifier l'auteur avec la personne qui écrit le livre. L'auteur est devenu quelque chose de très problématique après postmoderne. Et elle joue dans son livre avec cette question. Et j'ai beaucoup aimé l'ironie de ces dialogues. Parce qu'elle évoque des personnages et des écrivains très importants pour faire des allusions ironiques. Elle évoque Flaubert notamment, ou Proust, ou des écrivains et des époques où le récit n'était pas quelque chose de problématique, c'était quelque chose d'évident. On pouvait dire une histoire et finir une histoire dans un livre. Maintenant, on ne peut plus le faire. Je veux dire, après le postmoderne, après Umberto Eco ou Italo Calvino, ce n'est pas quelque chose d'évident. Il faut toujours réfléchir sur l'identification de l'auteur. Et le dialogue est quelque chose, une forme très archaïque de la réflexion. Je n'ai pas pensé à cette ligne catholique. Ça m'a étonnée parce que j'ai plutôt pensé à la tradition juive, où le dialogue est une forme de réflexion, où on cherche des idées, mais on ne donne pas des solutions. Juste, on prend plaisir de réfléchir ensemble. Et le postface est quelque chose de très archaïque et à la fois très ironique aussi, c'est-à-dire faire une postface à son propre livre. Donc, quand je fais des dialogues, souvent, j'écris aussi pour le théâtre. Donc, je fais des pièces de théâtre aussi et je suis très sensible. Donc, en quelque sorte, je collecte des dialogues quand je voyage en ville. Et souvent, je prends des notes. Et j'aime bien les gens qui utilisent leur portable dans les trams et dans les autobus parce que ça me donne beaucoup de matière primaire pour mes histoires. Et souvent, quand je commence à écrire une histoire, je fais parler mes personnages parce que ça évite de les décrire pendant 5 pages. Donc, c'est une façon très dense à montrer leur caractère. Est-ce que parfois, vous leur faites dire des banalités? Est-ce que vous leur faites dire des banalités, par exemple, que vous auriez entendues dans une conversation de téléphone portable, mais qu'on pourrait aussi lire
peut-être, dans l'une des répliques du Oui. dialogue de Parle. Ouais, elle dit, on n'est pas Madame Verdurin. On n'est pas Madame Verdurin. Oui, ouais. Ou le réchauffement, Oui, bien sûr. oui. J'ai beaucoup aimé les petites phrases ironiques dans le livre. Bien sûr, quand je veux présenter un de mes personnages, je leur fais dire des banalités, bien sûr. Alors, de l'utilité de la banalité, pardon. Oui, juste sur les dialogues chez Christina, il y a quand même quelque chose qui est assez fort aussi, c'est qu'effectivement, on peut avoir des personnages presque effacés, et qui, par leur parole, qui est souvent très violente ou très chargée en vocabulaire très agressif, en fait. C'est souvent des personnes qui sont un peu usées par la vie, dans des situations difficiles. Elles vont parler de manière très dure, comme ça. Et en fait, on voit pratiquement rien du personnage, presque c'est un fantôme, et dès qu'il parle, on le voit exister. Et oui. C'est tout à fait comme ça que j'ai lu C'est comme dans une pièce de théâtre, il y a quelqu'un qui entre, qui commence à parler, et tout de suite on comprend qui est ce personnage par les phrases. Alors, Christina a parlé de postmoderne, mais ensuite elle a parlé d'archaïque, enfin une espèce de sentiment d'une forme archaïque quand on lit le dialogue. Peut-être qu'on pourrait proposer la formule de post-archaïque, Noémie, pour ton travail. Et ma deuxième question, c'est donc pourquoi la forme du dialogue? Puisque dans tes livres précédents, notamment l'autoportrait bleu, j'avais lu des formes très différentes et souvent une voix intérieure, souvent des choses beaucoup plus longues, des méandres de la pensée qui s'inscrivaient totalement différemment. Ici, tu utilises un dialogue affiné jusqu'à l'extrême, comme un dialogue philosophique, ou peut-être beckettien, mais qui pose beaucoup de questions, mais qui ne comporte presque pas de points d'interrogation. Je suis retournée voir dans le texte s'il y avait des vrais points d'interrogation, des phrases interrogatives. Il y en a 2 ou 3. Donc, pourquoi ce choix du dialogue, et est-ce que c'est un dialogue philosophique? Non, c'est pas un dialogue philosophique au sens où c'est pas un dialogue en fait. C'est plutôt un chœur. Désorganisé, un chœur, disons, alors postmoderne ou je sais pas, ou dodécaphonique, quelque chose qui n'est pas structuré comme un choral de Bach. En fait, c'est beaucoup plus. On a vu avec les étudiants là, on peut faire de l'impro dessus sans problème. Voilà. Donc il n'y a pas du tout le caractère construit. Alors c'est pas construit, mais c'est pas construit selon le modèle de dialogue philosophique socratique, qui est quand même le modèle des modèles. Pas du tout, sauf par jeu. À certains endroits, on peut jouer avec ça, mais c'est pas la base. Et donc, je serais pas capable, en fait. Il faut quand même être beaucoup plus intelligent et philosophe que moi pour. Si, non, mais c'est clair que c'est quelque chose de particulier de fabriquer des dialogues sur ce mode-là. Comme par exemple dans la première partie de Thomas More, l'Utopie, c'est vraiment calqué sur Platon. C'est la forme dialoguée et c'est admirablement intelligent et philosophique. Ce n'est pas du tout ce que je fais en fait. D'abord, je pense que j'ai plus le goût de la fantaisie et de l'improvisation. Je viens aussi d'une famille de grands improvisateurs, donc j'ai appris aussi en écoutant mes 6 frères et sœurs improviser tous les jours devant moi. Donc c'est aussi mon bain culturel n'est pas celui du dialogue philosophique du tout, quoi. Donc j'aime bien. Après la construction en forme de dialogue, enfin, si vous regardez bien, en fait, le dialogue implique souvent des contradictions. Alors que là, il n'y a que des ajustements, éventuellement, pour faire avancer la pensée. Des ajustements, des doutes, des nouvelles questions qui apparaissent, qui ne sont jamais résolues. Donc, on est plus proche, en fait, du dictionnaire des idées reçues de Flaubert, mais sans l'aspect critique social aussi fort que chez Flaubert, où il y a quand même aussi une forme de mépris amusé, mais... C'est un art particulier, celui de Flaubert. Donc là, c'est pas non plus ça, c'est pas rejouer ça non plus, c'est beaucoup plus essayer de choper autour de moi, dans l'environnement des gens avec qui je côtoie, l'impossibilité de rendre la parole active.
Donc le mode conversationnel comme mode pour régler des problèmes et qui se heurte à son incapacité à régler des problèmes. Même régler la situation, le cas de petites cuillères à se partager. En fait, c'est difficile de trouver la bonne forme de langage, ne serait-ce que pour échanger désigner celui qui va avoir les petites cuillères parmi plusieurs personnes. Donc c'est des questions comme ça, c'est comment, en fait, comment dans ce plaisir du discours et en fait aussi dans cette vacuité de la construction de la phrase, etc., on peut avoir quand même une sorte d'honnêteté naïve et que j'aime bien chez mes personnages, c'est que peut-être qu'ils sont bêtes en fait, mais ils sont intelligents aussi. C'est-à-dire que, en tout cas, je revendique cette bêtise-là qui est pour moi la base de l'interrogation. S'il n'y a pas ça, il n'y en a pas. Ils échouent, mais ils essayent. Et ça, j'aime bien en fait les personnages qui échouent et qui essayent en fait. Et là, je vais faire un point avec la nouvelle justement sur les codes barres et que j'ai lu aujourd'hui même dans ton livre, Christina, où là, il y a une jeune femme qui essaye en fait qui essaye de vivre suivant un mode qui soit ni calqué sur l'Amérique, ni le mode de ses parents, qui échoue en partie, mais qui quand même forge quelque chose qui est une sorte de résistance intérieure, un peu ratée, un peu adolescente, mais en fait c'est quand même des formes tragiques. Alors je pense que ton écriture porte plus de puissance tragique, d'aptitude à faire monter la tragédie. Moi j'essaye la tragédie, je me colle dessus, mais c'est mon prochain chantier, d'essayer de comprendre pourquoi je n'arrive pas à être tragique. À chaque fois, ça a commencé par être très très tragique ce texte au début, c'était très linéaire, tout le monde était complètement dans un truc. Ouais, je sais pas, c'était une ambiance vraiment. Et puis ça se transforme à chaque fois et Alors, je ne suis pas sûre que le mot tragique soit le premier qui vienne à l'esprit en lisant ces dialogues, même si c'est une vraie question derrière. Mais simplement pour corriger l'impression qui pourrait persister chez ceux qui viennent d'entendre cette phrase, je vais juste lire mal, mais juste lire une page parmi celles que j'aime beaucoup de ces dialogues, pour ceux qui n'auraient pas participé à la lecture tout à l'heure. La nature est sauvage. La sauvagerie ne fait pas de cadeaux. On l'oublie trop souvent à cause de Rousseau, que nous avons lu. Nous avons lu Rousseau sans avoir tout compris. Au fond, qui a compris Rousseau? À part les rousseauistes. Nous ne sommes pas rousseauistes, bien que pas non plus anti-rousseauistes. Nous nous définissons plutôt comme post-rousseauistes, bien que nous n'ayons pas tout compris de Rousseau. Nous parlons de Rousseau, mais le connaissons-nous? Nous nous figurons un état de nature avec beaucoup de bonheur, mais est-ce que ce n'est pas un vieux désir d'âge d'or? Nous ne comprenons pas pourquoi il a fallu passer du bonheur immoral dans l'état de nature à l'état pas marrant sous contrat social. Alors, s'il y a quelqu'un qui a la réponse, là, parmi vous, qui a la réponse? Alors, mais il n'y a pas de réponse dans ce texte, puisque ça continue, et j'en ai encore 3 et j'arrête. Nous ne comprenons pas le bonheur supérieur de la moralité à l'état de société. Nous n'avons pas signé de contrat social et c'est ça qui nous défrise. Nous n'avons pas choisi l'état de société et son contrat pourri. Qui c'est qui parle, Noémie? Et d'où viennent leurs phrases? Alors tu as dit dans Libération récemment que ce qui t'intéresse n'est pas de croquer une classe, mais plutôt de ne pas aller à des endroits qui ne seraient pas moi-même et nous-mêmes. Est-ce que c'est nous-mêmes qui parlons? Et c'est qui ce nous-mêmes? Déjà, je trouve quand même intéressant d'avouer qu'on n'a pas bien compris Rousseau, quoi. Je veux dire, c'est pas facile. Moi, j'aime pas beaucoup Rousseau en plus, il se trouve. Mais donc, j'étais contente de le mettre en boîte. Mais
Mais en même temps, je ne peux pas dire que j'ai compris tout Rousseau, ce serait mentir. Donc, en fait, cette espèce d'aveu très difficile, parce que toute l'école, l'université nous poussent toujours à mentir là-dessus. On passe le bac, on fait croire qu'on a tout compris à Bergson, parce qu'il faut faire un commentaire, mais Bergson, toute une vie n'est pas suffisante. Donc, non, on n'a rien compris. Donc, reprendre ça comme une ouverture de se dire... en fait, cet aveu de ne pas avoir tout compris, de ne pas être forcément, de ne pas maîtriser quelque chose, et de pourtant avoir le droit de s'en servir, je trouve c'est intéressant. Je trouve ça intéressant de penser qu'en Europe, justement, Rousseau, c'est un point commun entre la France et tous les pays de l'Est, et l'Allemagne en tout premier, la Suisse. C'est des pays où la pensée rousseauiste, quoi que j'en pense moi, Noémie Lefebvre, c'est pas la question, c'est une pensée qui s'est diffusée beaucoup. Donc la référence à Rousseau, même pour des gens qui n'ont jamais ouvert un bouquin de Rousseau, elle est là. C'est ça qui est intéressant, en fait, pour moi. C'est-à-dire se dire que nous pensons, quel que soit notre niveau d'études, nous pensons avec des penseurs aussi. C'est-à-dire qu'ils viennent nourrir nos façons de penser. Pareil pour les musiciens, les peintres, pour voilà, tout ce qui vient créer du langage, même si c'est un langage oublié ou un langage qu'on ne maîtrise pas, ça vient fabriquer des représentations collectives ou ça vient nous aider à déchiffrer le monde. Et Rousseau fait partie, voilà, donc le panthéon des gens que j'ai cités, ça fait partie des figures qui viennent nous aider à déchiffrer, même presque rien, même si c'est très loin derrière la télé. Mais en fait, non, c'est pas très loin derrière la télé, c'est plutôt devant, en fait. Donc c'est faire remonter une espèce, alors je ne vais pas dire une culture commune parce que j'aime pas du tout l'idée que ce soit commun, c'est beaucoup plus des représentations historiquement anciennes et qui nourrissent nos façons de raisonner, de penser, de prendre du plaisir, d'avoir de l'humour aussi. Pourquoi ça nous fait rire les Verdurin alors que personne ne se souvient, enfin moi en tout cas pas, de passages entiers de Madame Verdurin qui parle, mais rien que d'y penser on rigole quand même. Donc c'est bien que ça marque quelque chose dans notre imaginaire. Et donc on rigole beaucoup et on rit même beaucoup. Et ce rire fait le lien entre ces deux choses en apparence opposées, la bêtise et la pensée. Puisqu'il y a beaucoup de penseurs dans cette histoire. On n'a pas que Rousseau, on a Deleuze, Foucault, Flaubert, Proust, et on va revenir à Flaubert tout à l'heure. Mais entre la bêtise et la pensée, il se passe beaucoup de choses dans ce livre. Christina, est-ce qu'on peut encore écrire des livres sur la bêtise et la pensée? Je reviens donc à ce dialogue. J'ai beaucoup aimé cette soupçon d'ironie qui est présente partout dans les phrases de Noémie. Et elle évoque aussi Walter Benjamin qui déclare que l'auteur est mort. Donc on ne sait plus très bien si c'est Noémie qui pose ces questions ou c'est quelqu'un d'autre parce que l'auteur est mort. Donc on ne connaît pas l'auteur de ce dialogue. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que elle vient de dire qu'elle ne fait pas de critique sociale, mais elle le fait quand même dans ce livre, mais d'une façon très très gentille, parce que ces personnages qui parlent posent quelquefois des questions concernant la littérature, des questions, je dirais même puériles. Et je trouve que c'est quand même une critique sociale sur la relation entre l'auteur et le public, parce que il faut dire, le public, j'ai cette expérience, attend des histoires personnelles et l'auteur ne peut plus dire ce qui est personnel. Parce que moi, je n'étais jamais tentée à écrire une autobiographie ou une autofiction. Parce que je trouve que mes histoires personnelles ne sont pas intéressantes. Ce que j'aime bien, c'est créer des histoires. Et bien sûr, on utilise les expériences personnelles pour créer quelque chose, pour faire une construction, mais la vie de l'auteur n'est plus intéressante du tout. Pardon, Lucie. Mais oui. Il y avait une question. Mais vous avez répondu. On en vient à Flaubert.
Noémie, il y a une postface. Donc après le dialogue dont on a parlé, dont le titre est Parle, la postface s'intitule Tais-toi. Alors qui doit se taire? On ne sait pas. Mais ce qu'on comprend, c'est que c'est un dialogue, c'est un règlement de compte ou un début de règlement de compte avec Flaubert. Tout ça se passe en Normandie, dans le pays de Madame Bovary. Et qu'est-ce que tu penses de Flaubert dans tout ça? Alors, un règlement de compte, je n'oserais jamais, hein, je vous le dis franchement, non, c'est pas vraiment. C'est plutôt. Bon, Flaubert crée une injonction qui est extrêmement passionnante et qui, effectivement, va dans le sens de ce que tu disais, Christina, c'est-à-dire que l'auteur, tu dégages, quoi. Ça va, on t'a assez vu. Et Flaubert est dans cette posture-là, alors qu'il s'adore, il s'aime beaucoup comme auteur lui-même, et il croit aussi au droit d'auteur, etc. Mais l'auteur n'a pas à intervenir. L'art est autonome, la littérature est aussi autonome que la musique, et dans l'esprit de Flaubert, c'est vraiment encore à construire, donc c'est d'autant plus virulent chez lui, cette nécessité, cette affirmation que l'auteur n'a pas à parler de ce qu'il a écrit. Alors pour deux raisons. D'abord parce que ça ne se fait pas, c'est pas poli, il ne faut pas dire qui a préparé les plats. Ils sont très bons, tant mieux. Et puis après, si on appelle le chef se présente. Mais sinon, il reste en cuisine. Alors pour Flaubert, c'est une question aussi de bienséance. Et puis, il y a un autre aspect qui, pour lui, est beaucoup plus important encore, c'est que l'œuvre doit tenir toute seule. Et que si l'auteur est en train d'être l'avocat de son œuvre, sans arrêt en train de dire « regardez, comme c'est bien écrit, deuxième page, là, formidable ». Et alors, des préfaces qu'il y avait beaucoup au XIXe siècle, de préparer le lecteur, qui sont parfois magnifiques aussi, hein, mais qui sont drôles. Vous allez voir ce que vous allez voir, ce personnage flamboyant, et vous emmenez ici et là. Et l'auteur prépare, en fait. Et Flaubert met en garde, surtout ceux qui lui demandent son avis, sinon il ne va pas forcément chercher à s'exprimer. Mais aux écrivains qui leur demandent son avis, il dit clairement tais-toi, ne parle pas, donc ne parle pas de ton œuvre, n'écris pas de préface. Donc cette injonction-là, elle a des raisons esthétiques. C'est vraiment pour créer une sphère qu'on appellera le roman littéraire, avec ses formes qui induisent une séparation très nette. Et aussi au XIXe siècle, c'est d'autant mieux porté que le jeu narratif n'est pas encore omniprésent. Donc on est clairement dans la troisième personne, dans l'auteur omniscient et dans des positions comme ça qui éloignent encore l'auteur. Donc toute cette construction-là étant paradoxalement aussi dans un même mouvement le moment où se met en place le droit de l'auteur, donc le droit de propriété intellectuelle sur son propre ouvrage, etc. Donc le fait que l'anonymat, en fait, en termes de diffusion, est de plus en plus difficile. Le plagiat est de plus en plus difficile, et donc quand on chasse le plagiat, on chasse aussi l'anonymat. On rend l'ouvrage à son créateur qui est censé être aussi son propriétaire. Donc ça crée une relation un peu schizophrénique et un tout petit peu tarée entre l'auteur et l'œuvre, qui mérite, en fait, je pense, à chaque période de l'histoire des nouveaux ajustements, des nouveaux règlements, parce qu'ils sont liés aussi à des transformations sociales et politiques qui font que, à certains moments, en fait, le rapprochement de l'auteur vis-à-vis de l'œuvre et du lecteur peut glisser sur de mauvaises pentes, on va dire, ou poser des problèmes à la fois littéraires, mais aussi des problèmes sociaux, personnels, des problèmes aussi dans le rapport au public, c'est-à-dire que à un moment donné aussi, ne pas mettre l'auteur en avant, c'est aussi mettre le lecteur en avant. C'est aussi dire, laisser le lecteur construire le livre en le lisant. Et donc ça, effectivement, tu parlais tout à l'heure de Umberto Eco et de toute cette époque-là, en fait, de la littérature, où vraiment la question de la construction du livre par le lecteur est devenue une dimension que l'auteur ne peut pas oublier. On pense à Italo Calvino, où il commence des histoires et les histoires sont toujours entrecoupées et on rentre dans une autre histoire. Donc on ouvre des portes tout le temps et on se retrouve perdu à la fin du livre. Alors, pour en revenir juste à la postface, à cette
question de la postface, Noémie, pendant ce temps, vous êtes traduite en anglais. Enfin, vos titres précédents sont traduits en anglais. Et l'autoportrait bleu dont je parlais tout à l'heure est traduit par la formidable traductrice Sophie Lewis, Sophie Hughes, pardon, qui a fait une postface en anglais au livre de Noémie que Noémie n'avait pas écrit. Cette postface donne une espèce de vie supplémentaire au livre et une espèce de un deuxième message autour du livre qui est très enthousiasmant parce qu'il vient du plaisir personnel d'une lectrice du monde anglophone qui découvre le travail de Noémie. Christina, si on devait faire une postface à votre livre et à votre code barre, qu'est-ce qu'on devrait expliquer sur ce que fait ce livre et ce que vous faites comme romancière? Concernant le postface de Noémie, je dirais qu'elle a dit qu'elle ne voulait pas être l'avocat de son œuvre, mais pour moi, c'était encore une forme très ancienne et très archaïque de réflexion. Chez les Grecs, on trouvait des commentaires, des glossas, des paraphrases. Donc, pour moi, c'est une façon de réflexion, comme le dialogue. Donc, j'ai bien aimé l'idée de faire une postface. Si on faisait une postface à mon livre, en tant que l'auteur ou traductrice en tant que... Pour expliquer ce que fait ce livre, pour décrire la Hongrie et les personnages de Hongrie aujourd'hui. Ce sont tous des personnages qui parlent en première personne. Et ce qui m'a choqué après la publication du livre, c'est qu'il y avait beaucoup de lecteurs qui ont essayé d'identifier l'auteur avec des personnages qui parlent en première personne. Et ça me surprend toujours parce que je pense que c'est une question qu'on apprend déjà à l'école, qu'on n'identifie pas l'auteur avec ses personnages. Quand j'ai écrit ce livre, je voulais faire une espèce de canon des voix, des jeunes, des personnes plus âgées. Ce sont plutôt des femmes qui parlent et qui racontent leurs histoires. Et l'ensemble des voix qui parlent dans ce livre raconte un peu l'histoire de la Hongrie entre les années 80 et entre nos jours. Donc, ce sont des histoires très personnelles, quelquefois tragiques, mais pas toujours. Et on voit juste des scènes de leur vie. Parfois, les scènes ne sont pas vraiment importantes. Je veux dire, on voit une journée ou quelques heures de leur journée, mais petit à petit, on comprend comment la vie était dans cette période, dans ce pays. Donc, l'ensemble des voix essaie de donner une impression générale sur cette époque. Et code barre, donc chaque titre dans ce livre contient le mot barre, parce que code barre était quelque chose de symbolique pour ma génération, parce que tous les objets venant de l'Ouest avaient un code barre. Et c'était quelque chose qui n'existait pas à l'époque en Hongrie. Donc, j'avais des camarades de classe qui collectionnaient des objets, des boîtes de bière et des petits objets avec un code barre. Et ce qui est intéressant, que code barre, quelqu'un m'a expliqué quand j'étais jeune que ce ne sont pas des lignes noires qui comptent, mais ce sont des blancs qui portent information dans code barre. Et dans ce livre, les histoires qui ne sont pas dites sont aussi importantes. Les silences sont aussi importants que les lignes noires. Merci beaucoup. Et tout comme il y a de vraies interrogations qui viennent se glisser là, et parfois des contrastes, des effets ironiques. C'est beaucoup plus tard que j'ai appris que le code barre était inventé par un Hongrois. C'était inventé par un Hongrois. Oui, je savais pas. Merveilleux. Et donc c'est pour finir sur la parole, puisque nous allons conclure là.
la parole reste un réservoir d'ironie, Noémie, qui va bien au-delà des idées reçues de Flaubert. L'ironie d'aujourd'hui a changé. Oui, après, l'ironie a quelque chose d'un peu glaçant aussi. Hein. Je ne pourrais pas dire que je suis une fan absolue de l'ironie, parce que l'ironie, c'est aussi détruire par le rire. Et il ne s'agit pas toujours de détruire quand on rit, en fait. Parfois, il s'agit au contraire d'émanciper, de proposer des lignes, des imaginaires. Faire sonner autrement, en fait. Hein, c'est plutôt une question de son, comment ça rend, quoi. Quels sont... des agencements sonores sont parfois plus drôles que le fait d'avoir une vraie blague. Voilà, c'est juste l'agencement sonore qui va faire rire, ou un faux alexandrin. Voilà. Donc, en fait, c'est pas l'ironie pose problème dans la mesure où c'est pas que, on pourrait dire pour les chrétiens, c'est croire en rien, donc c'est pas bien. C'est pas tellement ça le problème. C'est plutôt que c'est un peu sans énergie, au bout d'un moment. Le démontage se fait avec énergie dans l'ironie, mais souvent ça aboutit à quelque chose sans énergie. Alors que, en fait, si on essaie de fabriquer du rire, du décalage, plus, on fabrique des mondes qui sont quand même, qui nous envoient vers plus de, je sais pas, de vitalité en tout cas. Et moi, vu l'époque qu'on traverse là, je préfère. Voilà. Donc après, je dirais encore une chose importante, c'est que le lien, il y a un moment donné où il faudrait dire, la littérature, ça parle. Non pas, je parle par mes livres, ça parle. Si ça parle pas, si le texte ne sonne pas quand on le dit, bon, là c'était trop bien parce qu'avec les étudiants, on vérifie, ça sonne, quoi. Alors qu'on l'a lu vite fait hier sur l'herbe. Si ça sonne, ça parle. Et donc, il y a quelque chose aussi, et c'est pour ça que c'est super intéressant, peut-être tout le travail qu'on fait avec la revue La Mer Gelée, et puis aussi de te lire et de se dire, ah ouais, j'ai envie d'aller voir aussi le hongrois, comment ça sonne dans ta langue, en fait. Parce qu'il y a tout ça qui compte aussi. Si le livre, c'est juste recueillir des paroles pour en faire des biens littéraires, c'est des tombeaux, en fait. Moi, j'ai pas envie de crever dans mes livres. Alors sur ce, la littérature anti-tombeau, enfin la littérature qui parle. Merci beaucoup. Et il y aurait une toute autre conversation à avoir sur la traduction, effectivement, sur La Mer Gelée, sur l'activité de traductrice de Christina, mais on la garde pour la prochaine fois. Mais avec les traducteurs, avec la revue aussi. Merci beaucoup, Noémie Lefebvre. Merci, Christina Toth.